4 heures du matin. À la frontière, entre le Burkina Faso et le Togo, la nuit semblait encore paisible. Mais soudain, le silence fut brisé. 57 camions, chargés d'une cargaison mystérieuse, furent interceptés par les forces de sécurité. À l'intérieur, 100 tonnes d'armes de guerre, fusils d'assaut, lance-roquettes, missiles, une puissance de feu capable de plonger tout un pays dans le chaos. Ce n'était pas un simple convoi. C'était le cœur d'un plan d'envergure, une opération internationale destinée à abattre le président Ibrahim Traoré et à replacer le Burkina Faso sous tutelle étrangère. Mais au lieu de s'effondrer, ce jeune chef d'État transforma la menace en un cri d'alerte pour toute l'Afrique. Alors, une question nous hante. Si une telle conspiration avait frappé les États-Unis, aurions-nous su reconnaître l'ennemi avant qu'il ne frappe ? Si vous croyez que le réveil de l'Afrique a déjà commencé, restez avec nous jusqu'à la fin de ce récit. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir des vérités que les gros titres préfèrent taire. Aux premières lueurs du jour, le capitaine Caboret et son unité de surveillance routière remarquèrent une colonne inhabituelle de camions s'avançant lentement vers la frontière. 57 véhicules, tous identiques, bâchés de toiles sombres. L'instinct du soldat parla, quelque chose n'allait pas. Sur ordre immédiat, la colonne fut stoppée et inspectée. Ce qui suivit dépassa toute attente. Sous les bâches, au lieu de sacs de maïs ou de coton, comme l'avaient déclaré les chauffeurs, se trouvaient des caisses d'armes soigneusement emballées. AK-47, M16, grenades, mortiers, systèmes anti-aériens portatifs. 100 tonnes au total, prêtes à équiper une armée clandestine. La découverte glaça le sang. C'était plus qu'un trafic. C'était la préparation d'une guerre. Alerté en urgence, le président Ibrahim Traoré convoqua son état-major. Les camions furent escortés vers une base sécurisée. Chaque caisse fut répertoriée, chaque numéro de série photographié. Rapidement, l'ampleur du complot apparut. Ces armes ne pouvaient être destinées qu'à une seule chose, renverser le gouvernement et réinstaller une élite soumise aux puissances étrangères. Les chauffeurs, d'abord tétanisés, finirent par avouer. On leur avait dit qu'ils transportaient ça des produits agricoles. Derrière eux, un certain Bongo, recruteur discret, avait organisé toute la logistique. Sous interrogatoire, il lâcha un nom de code glaçant, Opération Restore Démocratie. Budget estimé, 700 millions de dollars. Cette révélation marqua le début d'une enquête qui allait secouer non seulement le Burkina Faso, mais toute la région du Sahel. Mais ce n'était encore que la surface d'un iceberg dont personne n'imaginait la profondeur. Les révélations de Bongo firent l'effet d'une déflagration politique. Devant les enquêteurs, il décrivit avec précision les ramifications de ce complot. Des réunions secrètes tenues à Abidjan, des contacts établis à Accra, des transferts d'argent transitant par Paris et par Washington. Il ne s'agissait plus d'une simple affaire de contrebande, c'était une machinerie internationale, financée, structurée et prête à frapper. Les preuves s'accumulaient, dans les téléphones saisis, des messages cryptés évoquaient des livraisons accélérées et des alliés locaux à sécuriser. Des comptes bancaires anonymes révélaient des transferts massifs, alignés avec le budget colossal de 700 millions de dollars annoncé. Les enquêteurs comprirent alors, derrière cette opération se trouvait une coalition invisible, décidée à neutraliser l'expérience souverainiste incarnée par Ibrahim Traoré. Les descentes de police se multiplièrent à Ouagadougou et dans plusieurs provinces. Des caches d'armes furent découvertes dans des entrepôts apparemment ordinaires. Plus grave encore, parmi les complices arrêtés figuraient des hommes d'affaires influents, d'anciens ministres et même des officiers à la retraite. Le pays découvrait, stupéfait, que l'ennemi ne venait pas seulement de l'extérieur, mais s'était infiltré dans les veines même de l'État. Chaque arrestation faisait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans les rues, la peur se mêlait à la colère. Qui pouvait encore être digne de confiance ? Le Burkina Faso, petit pays au cœur du Sahel, se retrouvait brusquement au centre d'une bataille titanesque où se jouait non seulement son avenir, mais aussi celui de toute la région. Très vite, les répercussions dépassèrent les frontières nationales. À Washington et à Bruxelles, des communiqués officiels exprimèrent une vive préoccupation face aux arrestations. On exigeait la libération immédiate des personnalités injustement détenues. Les médias occidentaux parlèrent d'un retour à la répression, accusant Ibrahim Traoré de vouloir écraser toute opposition. Mais ailleurs, un autre récit s'imposait. Moscou salua la fermeté du Burkina Faso et dénonça une nouvelle tentative de manipulation occidentale en Afrique. Pékin déclara son soutien à la stabilité et à l'indépendance des nations africaines. Téhéran parla d'un acte légitime de résistance face au néocolonialisme. Ainsi, la bataille pour Ouagadougou devenait aussi une bataille de récits, une guerre médiatique opposant deux visions du monde. Dans les capitales du Sahel, Bamako, Niamey, Conakry, les foules descendirent dans les rues, brandissant des portraits d'Ibrahim Traoré. Pour eux, ce jeune président n'était pas seulement un chef d'État, il incarnait la possibilité qu'une Afrique libre,
affranchi des tutelles étrangères, puisse enfin émerger. Face à cette mobilisation, Traoré prit la parole avec des mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre. Ce qui s'est joué ici n'est pas un complot contre le Burkina Faso, c'est une guerre déclarée contre l'Afrique entière, et nous ne céderons pas. À cet instant, le ton était donné. Ce n'était plus seulement une affaire nationale, mais le point culminant d'un affrontement global. Dans les jours qui suivirent les révélations, un phénomène inattendu embrasa les rues de Ouagadougou et des grandes villes du pays. Des foules immenses, drapeaux en main, scandèrent le nom d'Ibrahim Traoré. Ce qui aurait pu plonger le Burkina Faso dans la peur et le doute se transforma en un sursaut populaire. Pour beaucoup, le jeune président avait osé affronter les puissances de l'ombre et méritait désormais leur loyauté absolue. Les images firent le tour du continent, des mères de famille déposant des fleurs devant les casernes, des étudiants peignant des fresques à la gloire de la résistance africaine, des paysans promettant de défendre la terre, fusil à la main s'il le fallait. L'émotion fut particulièrement vive lorsque le gouvernement annonça que les armes confisquées seraient fondues et réutilisées. Le métal des fusils devint des cloches d'école, des lits d'hôpitaux, des poutres de canaux d'irrigation. Le geste était d'une puissance symbolique extraordinaire. Transformer des instruments de mort en outils de vie, c'était envoyer un message clair. Le Burkina Faso ne plierait pas. Dans chaque village où une nouvelle cloche résonnait, on murmurait que Traoré n'était plus seulement un président, mais l'incarnation d'une renaissance africaine. La population, longtemps accablée par la pauvreté et la menace terroriste, se découvrait une nouvelle énergie. Les marches spontanées se multiplièrent, donnant au monde l'image d'un peuple prêt à se dresser, non plus comme victime, mais comme acteur de son propre destin. Sur le plan politique, l'affaire eut des répercussions tout aussi profondes. Les services de sécurité sur ordre de Traoré lancèrent une vaste opération de nettoyage des institutions. Ministères, armée, diplomatie, nulle part les soupçons ne furent épargnés. Des figures jusque-là respectées tombèrent, accusées de complicité avec les réseaux étrangers. Cette purge, violente mais nécessaire aux yeux de beaucoup, redessina le paysage politique du pays. Bien entendu, les sanctions ne tardèrent pas. Plusieurs pays occidentaux suspendirent leur aide budgétaire, accentuant la pression sur une économie déjà fragile. Le franc CFA, arrimé à l'euro, devint sujet de débats brûlants. Mais paradoxalement, ces sanctions galvanisèrent encore davantage l'opinion. Les Burkinabés voyaient dans chaque coup porté de l'extérieur une confirmation de leur juste combat. Traoré, conscient du danger, se tourna vers de nouveaux partenaires. Des accords rapides furent conclus avec la Russie pour la fourniture de blé et d'équipements militaires. La Chine annonça des investissements dans les infrastructures. L'Iran proposa une coopération énergétique. Ce rééquilibrage brutal marquait un basculement historique. Le Burkina Faso tournait le dos à un demi-siècle de dépendance occidentale pour s'inscrire dans une nouvelle ère multipolaire. Dans ce climat tendu, une phrase de Traoré fut reprise comme un slogan. « Nous ne demandons pas la liberté, nous la prenons ». Cette détermination résonnait comme un avertissement aux puissances étrangères, mais aussi comme un serment d'espérance pour son peuple. Le Burkina Faso, malgré ses blessures, avançait désormais avec la conviction que son avenir se déciderait à Ouagadougou, et non à Paris ou à Washington. À Washington, les révélations sur le complot et l'arrestation des complices furent accueillies avec une nervosité palpable. Dans les couloirs du Capitole, des sénateurs dénoncèrent un dangereux précédent. Un pays africain défiant ouvertement les réseaux d'influence occidentaux et parvenant à les neutraliser. Les agences de renseignement, déjà pointées du doigt après leurs échecs au Moyen-Orient, furent accusées d'aveuglement. La presse américaine, elle, se divisa. Certains journaux conservateurs parlaient d'un effondrement de la crédibilité américaine en Afrique, rappelant que la perte d'influence dans le Sahel ouvrait un boulevard à Moscou et Pékin. D'autres, plus libéraux, défendirent une ligne différente. Ils critiquèrent la Maison-Blanche pour avoir soutenu des élites corrompues contre la volonté d'un peuple souverain. L'administration tenta de reprendre l'initiative. Des émissaires furent envoyés discrètement à Accra, Dakar et Abidjan pour resserrer les alliances traditionnelles. Des propositions de nouvelles bases militaires circulèrent dans les think tanks. Mais une vérité s'imposait, l'Amérique n'avait pas prévu qu'un pays comme le Burkina Faso, petit, pauvre, mais déterminé, puisse devenir l'épicentre d'une secousse géopolitique mondiale. Dans les débats télévisés, une question revenait sans cesse. Si un État du Sahel peut dire non, qu'adviendra-t-il quand des nations plus riches, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, décideront de suivre le même chemin? L'ombre d'un effet domino hantait désormais les stratèges américains. En Europe, la réaction ne fut pas moins fébrile. À Paris, l'affaire prit des allures de cauchemar géopolitique. La presse française, longtemps accusée de complaisance, parla de humiliation historique. Les manifestations anti-françaises à Ouagadougou et à Bamako, diffusées en direct, montrèrent l'ampleur du rejet.
Pour la première fois depuis la fin de la colonisation, la France découvrait que ses leviers traditionnels, francs CFA, coopération militaire, réseaux économiques, ne suffisaient plus. À Bruxelles, le ton se voulut plus mesuré, mais la crainte était la même. Une Afrique qui échappe au contrôle occidental risquait de bouleverser l'équilibre mondial du commerce et des matières premières. Les géants du cacao, de l'uranium, du cobalt, tous installés sur le continent, pouvaient désormais se retrouver face à des gouvernements décidés à imposer leurs propres règles. Pendant ce temps, en Asie et au Moyen-Orient, la lecture était tout autre. Moscou multiplia les déclarations de soutien, envoyant même des conseillers militaires supplémentaires à Ouagadougou. Pékin proposa d'accélérer l'intégration du Burkina Faso dans ses projets de nouvelles routes de la soie. Quant à Téhéran, il salua la résistance héroïque d'un peuple africain contre l'impérialisme. Ce basculement donna naissance à une perception nouvelle. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone de crise humanitaire, devenait un champ de bataille stratégique entre deux visions du monde. D'un côté, l'ordre ancien, centré sur l'Occident, de l'autre, un monde multipolaire où des nations naguère marginalisées imposaient désormais leur voix. Pour la première fois, le Burkina Faso apparaissait sur les cartes non pas comme une périphérie mais comme un pivot. Et derrière Ouagadougou, c'est toute l'Afrique qui semblait se lever. L'instant décisif survint quelques semaines après le démantèlement du complot. Alors que l'Occident s'attendait à un isolement progressif de Ouagadougou, le contraire se produisit. Une série d'accords inédits fut signée entre le Burkina Faso et plusieurs puissances émergentes. Dans un geste inattendu, des délégations venues d'Asie, d'Amérique latine et même du Moyen-Orient affluèrent à Ouagadougou. Des projets d'infrastructure, de coopération énergétique et de formation militaire furent annoncés. En quelques mois, le pays, autrefois considéré comme pauvre et instable, se retrouva au cœur d'un réseau d'alliances inédites. Mais le véritable choc vint d'Afrique elle-même. Inspirés par l'attitude de Traoré, des leaders de la CEDEAO, jusque-là prudents, commencèrent à réclamer une révision des accords économiques hérités de la colonisation. Des débats animés éclatèrent à Abuja, Dakar et Lomé. Pouvait-on continuer à laisser les matières premières africaines quitter le continent à bas prix pendant que les populations s'enfonçaient dans la misère ? Le nom d'Ibrahim Traoré devint alors un symbole de résistance. Dans les universités, les réseaux sociaux et les places publiques, son portrait circulait aux côtés de ceux de Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Kwame Nkrumah. L'histoire semblait se répéter, mais avec une intensité nouvelle, car cette fois-ci, la victoire paraissait à portée de main. Le twist se produisit lorsque, à l'Assemblée générale des Nations unies, Traoré prit la parole. Attendu comme une formalité, son discours devint un moment d'histoire. D'une voix ferme, il déclara « Nous ne demandons plus l'aumône, nous n'attendons plus de permission. L'Afrique n'est pas un terrain de jeu, elle est notre maison, et nous en serons les gardiens. » La salle, d'abord silencieuse, explosa en applaudissements venant des délégations africaines, mais aussi de certains pays d'Asie et d'Amérique latine. Pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant africain avait imposé une vision claire, sans compromis, face aux grandes puissances. Les médias du monde entier relayèrent ces images. Les chaînes américaines comparèrent ce moment à l'intervention de Fidel Castro en 1960 ou celle de Nelson Mandela en 1994. Mais cette fois, c'était un capitaine de 36 ans venu du Sahel qui bouleversait l'ordre établi. Ce coup de tonnerre transforma définitivement l'équation. Désormais, il ne s'agissait plus simplement du Burkina Faso, mais d'une Afrique décidée à écrire son propre destin. Le nom de Traoré ne se prononçait plus seulement à Ouagadougou, mais à Washington, Paris, Pékin, Moscou et Brasilia. Le centre de gravité du monde venait de se déplacer, et personne ne pouvait plus l'ignorer. Le Burkina Faso, longtemps relégué aux marges de l'histoire, s'est relevé comme un phare au cœur du Sahel. Grâce au courage de son peuple et à la vision d'Ibrahim Traoré, la nation a franchi une étape décisive. Elle a brisé le silence imposé par des décennies de domination et ouvert la voie à une Afrique souveraine. Aujourd'hui, l'ère de Ouagadougou résonne d'un nouvel espoir. Des écoles s'élèvent, des hôpitaux s'ouvrent, des routes se tracent, mais plus encore, un esprit renaît, celui d'une jeunesse convaincue que l'avenir ne se quémande pas, il se construit. Traoré lui-même le dit avec une clarté implacable. « Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour conquérir cette liberté. » Chers auditeurs, l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres. Elle s'écrit sous nos yeux. La question est simple. Serez-vous spectateur ou porteur de cette vérité ? Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer à suivre la marche d'une Afrique qui ne se courbe plus. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse l'Afrique